Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Weimar The Fight for Democracy publié par Capstone Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir la séquence de jeu et la mécanique des débats. La première chose que vous allez faire dans un tour, sauf au tour 1, c'est d'avancer le fameux round marker. Une fois que ça c'est fait, j'en ai parlé, mais il y a une carte de ronde pour chaque ronde. Ils sont jamais mélangés, ils sont placés de 1 à 6, de haut en bas. Fait que par exemple, on est à la ronde 1, fait que là, c'est la carte Protecting Republic là, qu'on va faire, là, ils disent la faire là, vraiment, de la résoudre de haut en bas. Les quatre premières cartes des quatre premières rondes vont avoir comme effet spécial là, de placer un issue jaune, là, qui est un issue un petit peu là, particulier. Là. Dans ce cas-là, sur la case 0, fait que ça va être disponible pour les débats, justement, là, comme je vais vous montrer tantôt. Puis souvent, le reste de la carte, quand c'est le cas, le reste de la carte va dire ben, qu'est-ce qui arrive à la personne ou à la faction qui va avoir remporté cet issue-là à la fin du tour. Fait que vous gardez cette carte quand même pas trop loin parce qu'elle a l'effet dessus là, de qu'est-ce qui arrive une fois que cet issue-là a été gagné. Là, mais autrement, là, cet issue-là prend le bord. Puis quand on va arriver à la ronde 2, on va faire la carte de ronde 2, là, qui c'est toujours la même affaire de game en game. Fait au fil des games, on vient qu'on là, un petit peu là, la séquence puis comment ça marche. Là. Si jamais, fait que ça, c'est ce qu'on appelle la phase de république, là, où est-ce que vous avancez le marqueur de ronde, vous faites l'effet euh, de la carte de ronde aussi. Puis si jamais vous venez de passer de la ronde 2 à la ronde 3 ou de la ronde 4 à la ronde 5, comme indiqué par le petit point d'exclamation ici, là, ben, c'est le moment de faire le ménage dans le deck. Fait que par exemple, quand vous passez de la ronde 2 à la ronde 3, vous allez prendre toutes les cartes jaunes qu'il y a dans le deck, puis vous allez les enlever. Puis vous allez prendre toutes les cartes oranges, puis vous allez reprendre toutes les cartes grises qui n'ont pas été remove from the game, puis vous allez reshuffler ça, puis ça va devenir votre nouveau deck. Fait que les cartes de timeline jaune durent pendant 2 rondes, les oranges pendant 2 rondes, puis les brunes pendant 2 rondes. Impossible de voir des cartes jaunes après la ronde 2, sont toutes enlevées, mais comme je disais, les cartes grises sont un petit peu plus génériques, fait que les autres peuvent revenir. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la phase d'agenda. Chaque joueur va piger 2 timelines. Donc, il y a le fameux deck ici là, de timeline, là, de cartes mélangées là, avec toutes les grises plus la couleur dans laquelle on est présentement. Fait que chaque joueur va piger 2 cartes de timeline. Puis là, c'est important de comprendre, je vais y revenir, là, mais c'est important de comprendre que les cartes de timeline, vous n'aurez pas le choix de jouer l'événement. Fait que c'est pour ça que le jeu vous les fait piger d'avance, que vous puissiez organiser votre tour en conséquence et que vous disiez, oh, colis, je suis pogné avec ça. Là. Fait que ça va arriver, puis je vais devoir les jouer. Puis il y en a des solides dans Chris, là, tu sais, c'est des événements historiques, là. Euh, ça peut être justement que le président meurt puis qu'il y a des élections. Ça peut être qu'il y a un paquet de marqueurs de menaces qui arrivent sur le board. Tu sais, il y en a des quand même assez raides là-dedans. Là, je vous dirais. Puis il y a des sources de points de victoire aussi là-dedans. Qu'encore là, si vous avez la carte, c'est intéressant parce que vous pouvez choisir le timing. Là. Une fois que c'est fait, j'en ai parlé, mais chaque faction a 4 cartes d'agenda de disponibles. Puis là, secrètement, vous allez choisir, vous allez prendre connaissance d'abord, si vous êtes un de vos joueurs, vous allez prendre connaissance de vos 4 cartes d'agenda, puis vous allez secrètement en choisir une qui va devenir votre agenda finalement pour la ronde. Et rien qui vous empêche de choisir une carte d'agenda que vous aviez déjà choisie. C'est un petit peu votre plan là, finalement pour la ronde qui s'en vient. Rien qui vous empêche de choisir la même petite carte d'agenda pour les 6 rondes du jeu. Ils ne sont jamais removed from the game. Là. Mais la plupart du temps, il va y en avoir une qui va un petit peu plus convenir à ce que vous essayez de faire. Puis encore là, soyez aux aguets des cartes de timeline que vous venez de piger. Fait que tous les joueurs font ça secrètement. Puis tu sais, en tout cas, comme je disais, juste de connaître vos 4 cartes d'agenda, c'est quand même quelque chose pour le cerveau, là. Puis là, de savoir que les 3 autres joueurs ont aussi, eux autres, 4 cartes d'agenda, puis éventuellement, mais ça va prendre plusieurs plays, là, probablement, là, mais éventuellement, c'est utile même de savoir, oh, Chris, le KPD a telle carte d'agenda, c'est vrai, il va-tu la choisir, puis le SPD, lui, a telle carte d'agenda, puis il va-tu la choisir. Au début, oubliez ça, là, mais éventuellement, ça peut être bon de savoir ça. Ensuite, vous allez révéler, tout le monde révèle ses cartes d'agenda, tout le monde en prend connaissance, puis euh,
Le joueur qui, au dernier tour, a gagné le issue qu'il appelle de réparation, là, qui est celui-là ici, là, ce joueur-là va être premier dans l'ordre de tour. Alors, ce joueur-là va être le premier à résoudre sa carte d'agenda, puis après ça, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Curieusement, je dirais même très curieusement, le jeu ne vous impose pas d'asseoir les joueurs d'une certaine façon. T'sais, mettons KPD suivi de SPD suivi de Zentrum. Le jeu vous impose pas ça. Vous arrivez, puis vous vous assisez où vous voulez. Ah, je vais m'asseoir ici, comme ça, j'aurai pas le soleil d'en face. Fait que vous vous assisez où est-ce que vous voulez autour de la table. Puis, mais pourtant, le jeu a une mécanique importante de déterminer qui est le premier joueur. Puis à partir de ce premier joueur-là, on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Which is un peu weird, mais c'est comme ça. Fait que si quelqu'un a gagné cet issue-là, des fois, bon, évidemment, à la ronde 1, c'est pas possible parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de ronde précédente. Vous allez avoir des rondes aussi où cet issue-là ne sera carrément pas disponible pour les débats. Fait que qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est le chancellor, c'est le chancelier qui choisit qui est le premier joueur, puis après ça encore, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Fait que si quelqu'un a gagné l'issue de réparation, c'est lui qui est premier joueur, puis on tourne. Sinon, c'est le chancellor qui choisit un premier joueur, puis après ça, on tourne. Les agendas sont résolus, les agendas vont faire toutes sortes d'affaires. Vous allez prendre de vos figurines, vous allez les mettre dans des villes. Vous allez beaucoup aussi prendre des issues qui sont ici, puis vous allez venir garnir cette affaire-là. Là. Il n'y aura pas juste cette crise de patente jaune-là qu'on va être quatre à tirer dessus. Là. Mais typiquement, là, dans une ronde, là, il y a quasiment 5-6 de ces patentes blanches-là. Là. Les agendas des joueurs ajoutent en moyenne une ou deux issues blanches comme ça, sécurité, médias, économie, puis alouette. Là. Puis des fois même, ça va les ajouter sur pas nécessairement sur la case du zéro, mais des fois, ça va les ajouter sur certaines cases numérotées vis-à-vis, déjà en faveur de certains joueurs, autrement dit. Fait que c'est une espèce de gimmick, là, mais cette grosse crise de loupe-là, c'est un close-up de cette espèce de case 0-là. Là. Ça veut dire que si vous avez 28 000 issues qui s'en vont sur la case 0, dans Vassal, c'est facile, tu laisses ton curseur dessus puis tu les vois toutes. Là. Et dans la vraie vie, c'est un petit peu problématique. Fait qu'ils ont créé cette patente-là où est-ce que vous pouvez venir mettre les trucs ici. Vous avez plus de place essentiellement. Mais cette grosse, tout ce qui est en dessous de cette grosse loupe-là, c'est comme si c'était sur la case 0 qui est ici. OK. Puis après ça, ben, chaque joueur va piger trois cartes de partie qui sont vraiment là, qui viennent de leur propre deck à eux autres. Il y a certaines cartes d'agenda qui vont vous permettre de piger plus que trois cartes de partie. Genre une carte de plus, puis que vous allez devoir jouer cette carte-là au tout début du tour. On va y revenir. Là. Mais normalement, par défaut, c'est trois cartes de partie qui vont être pigées. Puis n'oubliez pas, chaque faction a deux agendas. Là, mettons que je check ici. Là. Cet agenda-là du KPD, je suis capable de regarder ça en plus gros, ouais, quand même. Fait que là, vous voyez, au début, c'est écrit Revolution 7. Avec le petit R ici, là, ça veut dire que quand je joue cet agenda-là, si c'est pas déjà fait, je prends les 5 cartes que j'ai ici dans ma pile de Révolution, puis je les brasse dans mon deck euh, de cartes de party. Là. Ça veut pas dire que je vais en piger, mais maintenant et jusqu'à la fin de la game, ces cartes-là de Révolution sont mélangées à travers mon deck. Je pense même que je reshuffle mon deck de partie au complet à ce moment-là. Donnez-moi une seconde. Ouais, exact. Fait que si votre agenda vous oblige, ou en tout cas vous instructe à prendre un de vos petits sets là, de 5 cartes, là, vous prenez ces 5 cartes-là, vous prenez votre défausse, vous prenez votre deck, puis vous rebrassez tout ça ensemble pour faire un nouveau deck de cartes de party, puis vous allez piger 3 cartes de ce deck-là. Ça conclut la phase d'agenda. Après ça, c'est ce qu'il appelle la phase d'impulse, où est-ce qui est le gros du tour, là, où est-ce que, dans le fond, d'abord au niveau du turn order, c'est la même chose, c'est-à-dire que si un joueur a gagné l'issue de réparation à la ronde précédente, il commence. Puis sinon, c'est le chancellor qui décide qui commence. Puis ça n'a pas besoin d'être, dans le cas où c'est le chancellor qui choisit, il aurait pu choisir quelqu'un de différent qu'il a choisi à la phase d'agenda. S'il a choisi Joe Blow à la phase d'agenda pour commencer, quand arrive l'impulse phase, il peut choisir Joe Bin s'il veut. Puis là, on a un autre bon exemple de ça ici, là, mais sur cette fameuse carte-là, justement, du KPD, là, vous voyez en bas, c'est écrit, la dernière ligne en bas, là, vous pigez une carte de party de plus. Fait que vous allez avoir 4 cartes de party. Mais c'est écrit Play one at the beginning of the impulse phase. Fait que
Quand vous avez plus de cartes, ben là, c'est pas que vous allez jouer 3-4 cartes en ligne nécessairement à la fin, là, mais dans ce cas-là, par exemple, le KPD a 4 cartes de plus en main. Ben, il y a 4 cartes de party en main, alors que peut-être que les autres joueurs en ont chacun 3. Et là, même si le Chancellor décide, par exemple, c'est Zentrum qui va commencer, KPD va jouer sa fameuse carte d'extra en tout premier. Puis après ça, on va reprendre l'ordre de tour normal à partir du choix du Chancellor, puis on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis il pourrait y avoir plus qu'un joueur qui a cette instruction-là sur son agenda de jouer une carte de plus en partant. Puis à ce moment-là, vous allez résoudre en ordre de tour. Fait que ces agendas-là, quand même, qui vous donnent une carte de plus, c'est pas négligeable parce que, tu sais, des cartes, vous n'avez pas 10 dans les mains. Là. Typiquement, vous en avez 5. Là. Fait que d'en avoir 6 plutôt que 5, ça fait quand même une grosse différence. Sinon, ben, en ordre de tour, chaque joueur joue une carte, vraiment à tour de rôle jusqu'à temps qu'on ait plus de cartes en main. Là. Fait que, comme je disais, typiquement, dans une ronde, vous allez jouer 5 cartes. C'est vite passé. Puis il y a juste 6 rondes. Il n'y a pas 10 tours comme dans Twilight Struggle. Là. Fait que, on peut le voir qu'au total, vous allez jouer 30 cartes. Ce qui est quand même pas tant que ça quand on compare, par exemple, à Twilight Struggle, où vous jouez 80 que cartes. Là. Bon, les cartes. Bon, fait qu'on a un exemple ici, là. Il y en a une couple d'exemples ici, en fait, là. Fait que si on regarde, chaque carte en haut à gauche a 2 chiffres. Fait que vous avez 3 choix essentiellement là, quand vous avez une carte. Là. Vous pouvez la jouer pour l'événement. Fait que, typique card-driven game, là, les cartes vont avoir un événement. Là, mettons, on va en prendre une qui est un petit peu moins fuckée, là, parce que ça, c'est une carte de réaction. Là. Mais ici, le samedi, là, je pourrais faire l'événement. Là, je pourrais ajouter 2 unités à mes renforts. Après ça, je pourrais crisser une de ces unités-là à SN. Puis après ça, si je veux, je pourrais faire un coup à SN. Puis bon, c'est encore là, certaines cartes, si vous les utilisez pour les événements, sont remove from the game. Il y a une petite mention en rouge dans le bas. Fait que je peux les utiliser pour l'événement. Ou je peux faire des actions avec la carte avec le gros chiffre qui est en haut à gauche. Le gros chiffre seulement. Fait que dans ce cas-là, je ferai des actions. Je ferai 4 points d'action. On va voir le catalogue des actions dans une autre vidéo. Là. Puis ça, c'est très variable. Si on regarde notre amie Ruth Fisher ici, là, ben elle, son gros chiffre, c'est 1. Si j'essaie de faire des actions avec elle, si j'ai 1 point d'action. Là. Tandis que si j'en fais avec Roth Rurarmé, ça me donne 4 points d'action. Fait que événement ou action avec le gros chiffre ou des débats avec les 2 chiffres. Fait que dans ce cas-là, un débat de 4 puis un débat de 2, on va voir ça dans 2 secondes. Puis dans le cas de Ruth Fisher, un débat de 1 puis un débat de 4. Fait que vous allez avoir certaines cartes, là, puis le jeu n'hésite pas à aller dans les extrêmes. Là. Je sais pas, c'est ma calice semble un style d'extrême ici. Pas moyen de chercher longtemps. Là. Mais Berlin March Battles, là, c'est 6 le gros chiffre puis 1 le petit chiffre. Puis je serais pas étonné, ben on a vu Ruth Fisher a un 1 comme gros chiffre, puis j'ai vu, me semble, 1 comme gros chiffre, 5 comme petit chiffre. Vous avez de tout, là. Fait que les chiffres peuvent ranger, je pense que c'est le maximum, là, entre 1 et 6. C'est quand même assez majeur. Là. Fait que des fois, vous voulez faire des actions, mais vous êtes pogné avec Ruth Fisher, si vous irez pas, vous veillerez pas tard. Là. Fait que quand même intéressant comme mécanique. Là. Si vous avez une carte de timeline, puis j'ai une ici, là. Fait que la carte de timeline, je répète, l'événement va arriver. OK? Une fois que vous le jouez, l'événement va arriver. Puis dites-vous que tous les joueurs sont pognés avec 2 cartes de timeline qui se demandent quoi faire avec dans certains cas. Là. Puis vous décidez d'utiliser les points avant ou après. Puis même principe, vous pouvez faire des actions avec le gros chiffre ou des débats avec les 2 chiffres. Dépendamment, si jamais dans ce cas-là, ça n'a pas trop rapport avec le timing, là, mais dans certains cas, vous allez dire hey, Chris, là, je joue cette timeline-là, mais je veux faire les points avant. Puis dans d'autres cas, vous allez faire les points après. Peu importe. C'est la seule différence avec les cartes de timeline. Puis encore là, puis des fois, c'est pas par jeu. Là, fait que si Kitchen for the Poor, là, vous faites l'événement, puis après ça, vous avez un minable, vous avez 1-0 comme chiffre dessus. Mais par contre, si on regarde l'événement, ça dit d'avancer un issue sur la traque d'opinion de 4 spaces. Fait que l'événement est quand même favorable aux joueurs qui le jouent. Typiquement, les événements qui ont des chiffres crappy, les timelines qui ont des chiffres crappy en haut à gauche, vont avoir un événement qui est intéressant pour le joueur qui le joue.
Puis en conclusion, je vais parler des débats parce que c'est pas trop long. Fait qu'imaginons qu'il y a un paquet de cochonneries à différentes places, de issues à différentes places. Fait que quand vous faites un débat, je rappelle que vous utilisez les deux chiffres de la carte. C'est important que chacun de ces chiffres-là soit utilisé pour bouger deux issues différentes. Fait que si je joue cette carte-là ici, j'ai un 3 puis un 4, je peux pas pogner un issue puis la bouger de 7. Je pogne un issue, je le bouge de 3. Je pogne un autre issue, je le bouge de 4. Les issues, on les déplace de manière orthogonale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les déplacer en diagonale, fait qu'en haut, en bas, à gauche, à droite, that's it. Je suis obligé, si je suis le DNVP par exemple, je suis toujours obligé de déplacer des issues vers moi. Je ne peux pas déplacer des issues vers un autre joueur. Fait que le jeu permet la négociation puis les deals un petit peu, mais pas au point de dire ah ben là, si tu joues cette carte-là pour moi, ben à mon prochain tour, là, je vais utiliser les points puis je vais pousser des issues de ton bord. C'est pas possible. À chaque fois que vous bougez des issues, vous devez les bouger vers vous. Vous ne pouvez pas les bouger vers un autre joueur. Si j'ai des réserves, par exemple, là, on va le voir, là, une des affaires qu'on peut faire avec les actions, c'est s'accumuler des réserves. Je peux les utiliser quand je fais un débat. Fait que si j'ai un de réserve, je peux la flober pour augmenter un de mes deux chiffres de 1. Si j'ai deux de réserve, je peux la flober soit pour augmenter un de mes chiffres de 2 ou pour augmenter mes deux chiffres de 1. C'est très intéressant, tu sais, ça c'est pas ici par hasard, là, fait que je rappelle que ça c'est l'extrême droite, puis ça c'est l'extrême gauche, fait qu'il n'y a absolument rien de compatible, c'est irréconciliable entre ces deux-là, mais sinon vous aurez remarqué que vous avez des cases qui ont les deux, qui ont deux couleurs. OK? Fait on va voir qu'est-ce que ça fait à la fin du tour, là, mais un issue pourrait se retrouver sur une case ici, là, qui est à la fois pour Zentrum puis à la fois pour le SPD. Ou le SPD peut être vraiment le gagnant unanime d'une issue, là. Fait que vous allez beaucoup débattre en cours de tour, mais c'est la photo est prise à la fin de la round pour savoir qui a gagné les issues. Là, une fois que tout le monde a fini de jouer leurs cartes, on regarde de quel bord se retrouvent toutes les issues, puis là, on distribue les cadeaux en fonction de qui les a gagnés. Ça se fait dans la phase de politique que je vais couvrir dans une vidéo à part, là, parce qu'il y a énormément d'étapes en fin de tour, de clean-up, puis de scoring, puis de toutes sortes de crap. Là. Fait que ça, je vais vraiment couvrir ça dans une vidéo à part. Mais, coudonc, on a vu la séquence de jeu puis on a vu les débats. Prochaine vidéo, je pense qu'on va rentrer dans les différents types d'actions qui sont disponibles là, pour les joueurs, là, c'est-à-dire quand on joue le gros chiffre qui nous donne des points, qu'est-ce qu'on peut crisser, là, des affaires beaucoup plus. Là, ça n'a pas rapport avec les débats, mais là, ça va être des trucs qui vont influencer justement le déplacement d'unités, les combats, puis toutes sortes de cochonneries qu'on peut faire là, sur la map comme telle. Voilà, manquez pas la suite, à plus.